Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 11 novembre. Face à la résistance de la France pour lever l'embargo sur le bœuf britannique, Tony Blair tente de calmer son opinion, mais il y a peu d'espoir de règlement à l'amiable. En Italie, à Foggia, un immeuble s'écroule, le bilan provisoire est de 14 morts, 16 blessés, peut-être 40 personnes toujours ensevelies. Célébration de l'armistice du 11 novembre 1918, 81 ans après, l'armée lève en partie le secret défense sur les combattants fusillés pendant la Grande Guerre. La justice américaine laisse repartir en Suisse Raoul, un garçon de 11 ans accusé d'attouchement incestueux sur sa sœur. L'affaire est classée pour vice de procédure. Patricia Cass au Zénith à partir de demain à Paris avec un nouvel album intitulé Le mot de passe. Une sorte de guerre de position entre Londres et Paris à propos du bœuf britannique. L'avis des experts européens estimant qu'il n'y avait pas de raison pour maintenir l'embargo n'est pas considéré comme suffisant par le gouvernement français qui maintient donc toujours le principe de précaution maximum. À Londres, Tony Blair subit les assauts de son opposition, mais aussi des fermiers britanniques qui ne comprennent pas pourquoi la viande bovine qu'ils produisent est interdite par les Français. Ils estiment avoir déjà tout fait pour satisfaire les exigences de sécurité alimentaire. Mais si la France ne bouge pas, on évoque outre-Manche un scénario judiciaire. Correspondance Benoît Duquesne avec Sten Rosenlund. Et une fois de plus, les Anglais montrent et expliquent. Ils montrent ces images d'un abattoir ultramoderne, le seul en Angleterre habilité à l'exportation. Ils montrent et expliquent que ne sont abattues ici que des bêtes de moins de 30 mois, dont on connaît exactement la provenance. Car pour la traçabilité, disent-ils, nous avons mis au point un système informatisé et centralisé qui n'existe même pas en France. Un système qui permet de savoir à tout moment, en temps réel, de quelle bête il s'agit, quelles sont ses origines et son éleveur. Mieux, disent-ils, à l'exportation, nous avons introduit une garantie supplémentaire. Nous nous assurons, pour chaque bête abattue, que sa mère était encore vivante 6 mois après sa naissance, et nous sommes ainsi certains qu'elle n'a pu contracter la maladie. L'agent infectieux n'est pas transmis au veau, sauf si la mère développe des symptômes de la maladie dans les 6 ou 3 mois de la naissance du veau. En définitive, grâce à ce système de traçabilité, on peut assurer que les animaux n'ont pas contracté la maladie. Pas question donc pour eux de revoir les règles de traçabilité comme l'exige la France. Quant à l'autre point d'achoppement, l'étiquetage du bœuf britannique, les Anglais disent ne plus comprendre. Notre bœuf, disent-ils, est parfaitement identifié au départ de l'Angleterre. L'étiquetage à l'arrivée ne dépend pas de nous. L'étiquetage en magasin de la viande de bœuf relève de la responsabilité du pays dans lequel elle est vendue. La viande destinée à l'exportation est marquée selon la réglementation européenne et nous sommes fiers de notre viande. Cette crise du bœuf est de plus en plus embarrassante pour Tony Blair. Pour l'instant, il s'en tient à la ligne qu'il s'est fixée, c'est-à-dire rester du côté du droit et espérer une solution négociée. Mais dans un pays à majorité eurosceptique où les critiques sont de plus en plus vives, il sait aussi qu'il peut y laisser une bonne part de sa crédibilité. Et la venue du président de la Commission européenne, Romano Prodi, à Paris ce soir était particulièrement opportune dans ce climat tendu entre la France et l'Angleterre. À l'issue d'un entretien avec le Premier ministre, Lionel Jospin, M. Prodi a dit espérer de bons résultats sur ce sujet. Et puis ensuite, M. Prodi s'est rendu à l'Elysée, il a rencontré le chef de l'État et à sa sortie de l'Elysée, M. Prodi vient de déclarer qu'il était d'accord avec la position française, mais qu'il fallait trouver une solution technique. On va donc continuer à discuter avec un calendrier plutôt chargé d'ici mardi, Christian Mariano. Tout à fait, Claude. Les Britanniques ont cru l'affaire emballée et d'imaginer que les Français allaient se mettre à table devant un roast-beef d'outre-Manche. Mais les Français sont méfiants. Quand on ne trouve pas de solution à Paris comme à Bruxelles, on crée une commission ad hoc. Et demain à Bruxelles, les hauts fonctionnaires européens vont examiner 5 points. 3 sont pratiquement réglés, mais 2 posent problème, la traçabilité de l'animal et l'étiquetage. Les Britanniques sont hostiles à tout étiquetage. On comprend les raisons. Lundi, mardi, les ministres de l'Agriculture et peut-être de la Consommation se retrouveront à Bruxelles. Ensuite, la Commission examinera le différend franco-britannique. 2 hypothèses. Elle considère que la levée de l'embargo ne pose pas de problème. La France doit l'accepter ou être traduite devant la Cour de justice de Luxembourg, une première dans l'histoire de l'Europe. 2e hypothèse, elle propose la poursuite des discussions pour plus d'informations. Là, les Britanniques sont impatients. Mais il faudrait qu'ils soient un peu plus fair-play. Il faudrait peut-être rappeler que plus de 40 pays boycottent le bœuf britannique, notamment les États-Unis. Et l'Allemagne, d'ailleurs, est alignée sur la position de la France. Alors ce n'est pas demain que nous verrons du British beef, si vous me permettez l'expression, dans nos assiettes. Merci, Christian Marie.
Au sud-est de l'Italie, à Foggia, un immeuble s'est soudain affaissé la nuit dernière. Quelques 70 personnes résidaient dans cet immeuble. Les sauveteurs ont déjà dénombré 14 morts et 16 blessés. C'est un bilan provisoire. Il y aurait une quarantaine de personnes ensevelies. Commentaire Gilles Marinet avec Dominique Merlin en Italie. Pierre à pierre, c'est avec les mains, 17 heures après la chute de l'immeuble, qu'une chaîne humaine s'emploie à dégager les gravats. Instables, les décombres pourraient s'effondrer davantage. Reste l'espoir de sauver quelques vies. Un craquement, ce fut le seul signe avant-coureur. Et quelques instants plus tard, à 3 heures du matin, le bâtiment s'est effondré sur lui-même, comme si on l'avait tranché de l'immeuble mitoyen. Les secours vont vite découvrir l'ampleur du désastre. C'était une scène apocalyptique. Nous avons trouvé ce que vous voyez là, les décombres de l'immeuble, et nous avons vu d'autres personnes à la fenêtre qui hurlaient. Parce que lorsque nous sommes arrivés, il y avait un nuage de poussière hallucinant. 70 personnes logeaient dans la trentaine d'appartements disparus. Au matin, les secours commenceront à dégager quelques survivants. Un enfant, choqué mais indemne, puis un adulte blessé. Si 11 habitants ont été sauvés, on dénombre pour l'instant 14 morts et une quarantaine de personnes ensevelies. Les familles à court guettent un ami, un parent. Je ne dormais pas chez moi. C'est un ami qui m'a téléphoné pour me prévenir que l'immeuble était en train de s'effondrer. Même si on te le dit, tu n'imagines pas ça. Il y avait 6 étages, on est passé à l'entresol. Je vous laisse imaginer. Des proches à vous étaient là? Oui, ma mère, des enfants, des jeunes couples. C'est vraiment trop dur. Des familles en colère. Le bâtiment construit au début des années 1970 avait déjà donné des signes de faiblesse au niveau des fondations. 2 ans, ça fait 2 ans qu'à chaque réunion des copropriétaires, on disait que l'immeuble était en train de tomber, de s'effriter. Ça les faisait rire, les administrateurs. Mais moi, j'ai un garage là-dessous et je voyais bien les débris de ciment quand je garais ma voiture de temps en temps. Et voilà, la confirmation est arrivée. On a appelé le génie civil pour qu'ils viennent contrôler il y a à peine 2 ou 3 jours. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème dans l'immeuble. Une enquête est ouverte, mais dans l'immédiat, ce que les habitants exigent, c'est une inspection en règle de tous les immeubles avoisinants. Alain Chalvron, en ce moment même, les secours menés par les sauveteurs continuent. Est-ce que vous pouvez nous faire le dernier bilan, puis l'état justement de ces travaux? Oui, écoutez, c'est ce que vous disiez, 14 morts et 16 blessés, mais il reste donc 41 personnes, en principe 41 personnes sous les décombres. Alors, vous savez, les pompiers disposent d'appareils d'écoute très sophistiqués et l'on pense qu'il y a encore des survivants. Il y a à peine 1 heure, un jeune homme de 25 ans a été sorti vivant des décombres. Donc les secours vont naturellement se poursuivre toute la nuit et encore la journée de demain, aussi longtemps qu'il le faudra, car on espère encore retrouver des survivants. Mais alors naturellement, ce sont les étages supérieurs qui ont été les premiers à être fouillés. Donc maintenant, on arrive aux étages les plus bas de l'immeuble et ce sera donc les étages les plus difficiles à fouiller maintenant. Alors il y a déjà une enquête qui est en cours. Est-ce que l'on a déjà des premières hypothèses? Oui, écoutez, il y a 2 hypothèses. D'abord, c'est un défaut structurel de l'immeuble. Alors c'est vrai que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, même des copropriétaires s'étaient inquiétés de voir des problèmes dans l'immeuble et il était prévu une réunion de la copropriété dans les jours qui viennent justement pour examiner les travaux qu'il faudrait faire pour prévenir un accident grave. C'est donc la première hypothèse. Vous savez, c'est des immeubles qui ont été construits dans les années 70, au tout début des années 70, à l'époque du miracle italien où on construisait beaucoup et un peu n'importe comment. La deuxième hypothèse, c'est un problème de glissement de terrain, de secousse. Des sismographes affirment qu'il y a eu cette nuit une légère secousse dans la région de Foggia qui pourrait expliquer cet effondrement d'un immeuble qui était déjà donc un peu en difficulté. Donc ça serait une conjonction en réalité de ces 2 hypothèses. Merci Alain. Ce matin, à l'Arc de Triomphe à Paris, pour la première fois, les cérémonies commémorant l'armistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées sans la présence d'anciens combattants de la Grande Guerre. Le dernier pensionnaire de l'Institution nationale des Invalides à avoir participé à cette guerre étant décédé au mois de juin dernier. Le chef de l'État arborait la fleur, symbole des poilus, un bleuet à la boutonnière de son manteau. Il avait à ses côtés le Premier ministre Lionel Jospin pour honorer, 81 ans après, ceux qui sont tombés dans ce conflit que l'on disait devenir le dernier.
1 400 000 soldats de la métropole ou des colonies françaises ont été tués lors de cette guerre que l'on qualifia de grande, mais tous les combattants ne trouvèrent pas la mort dans les échanges d'artillerie avec l'ennemi. Plusieurs centaines de soldats, entre 500 et 550, furent fusillés, souvent pour servir d'exemple, souvent parce qu'ils s'étaient révoltés contre les conditions épouvantables dans lesquelles une hiérarchie militaire obsédée par la discipline les maintenait. Contrairement aux idées reçues, les exécutions furent plus fréquentes au début de la guerre qu'au moment des mutineries de 1917. Pour la première fois, l'armée a décidé de lever en partie le secret qui pèse sur ces exécutions. Enquête Sébastien Leguet et Jean-Pierre Pasteur. Ici repose la mémoire écrite des combattants de la Grande Guerre et celle des soldats fusillés par les autorités militaires. Ces kilomètres de carton mis sous scellé pour 100 ans, un général a pu les dépouiller grâce à une dérogation ministérielle. Son équipe a recensé 2000 condamnations à mort qui ont donné lieu à 550 exécutions. Vous avez l'histoire qui vous saute à la figure, vous sentez bien qu'on arrive sur un temps qui n'est pas le temps d'aujourd'hui, les mots ne sont pas les mêmes. Et on a l'impression de rentrer par effraction dans quelque chose d'effroyable. Pour échapper à l'atrocité des combats, certains se sont mutilés. Toutes les blessures de la main étaient suspectes. Le général Bach a retrouvé les rapports des médecins, teintés de méfiance. Les enquêtes, souvent menées à la hâte, suivies du jugement implacable des conseils de guerre. En quelques heures, à moins d'une grâce présidentielle, l'avis d'exécution était prononcé et la mort attestée par un procès verbal. Les soldats se défendaient dans des lettres adressées à leur capitaine. Nous étions à genoux. Comme il nous était impossible de tirer dans cette position, on nous fit mettre debout. Ayant placé ma main sur l'avant de la tranchée, j'ai été atteint au petit doigt de la main gauche. J'ai voulu faire un petit créneau avec la main gauche pour placer mon fusil. Et c'est à ce moment que j'ai reçu la balle sur le haut de la tranchée et je n'ai vu que de la poussière et de la fumée. J'ai l'impression que l'armée a dû percevoir ça comme une épidémie, un mal, et a cherché, si vous voulez, à répondre. Et elle a répondu d'une manière féroce, quoi, hein, parce qu'il y a des exécutions. Et là, les mots sont bien dits, ceci est pour l'exemple. D'après l'étude, c'est au début de la guerre que l'on fusillait le plus. Mais Roger Cahin, qui accepte à 103 ans de nous livrer ses souvenirs, évoque surtout l'enthousiasme du départ. Nous sommes partis, nous les jeunes surtout, en pleine euphorie, et qu'à ce moment-là, il n'était pas question de se mutiler ni de déserter. En 1917, la répression des mutineries du chemin des dames n'aurait fait que 30 morts. Le bilan est corrigé à la baisse, mais le souvenir reste marquant. Des types qui avaient une trop grande gueule ou des types qui avaient trop bu. Mais il ne faut pas oublier que ces types avaient vécu des jours que seuls ceux qui les ont vécus peuvent les décrire. L'histoire des fusillés de la Grande Guerre est aujourd'hui un peu plus précise. Quant aux documents, ils retourneront dormir dans leur carton jusqu'en 2014. Et pour poursuivre sur ce thème, je vous recommande ce livre, c'est Les fusillés de la Grande Guerre de Nicolas Offenstadt, c'est aux éditions Odile Jacob. Et puis le documentaire ce soir, en troisième partie de soirée sur France 2, documentaire réalisé par Jean-Marc Tursin, les derniers de la DRDDR, avec beaucoup de témoignages des derniers poilus vivants. La communauté harkie a saisi l'occasion de ce 11 novembre et des cérémonies commémoratives pour manifester à Paris. C'était près de la Tour Eiffel. Mécontente de la fin de non-recevoir reçue par les services du Premier ministre, le Comité national de liaison des harkis réclame une reconnaissance nationale. Pour les dirigeants russes, la solution de ce qu'ils appellent la crise en Tchétchénie doit être politique et c'est un problème interne et temporaire, je cite, à la Russie. C'est ce que vient de déclarer le ministre russe des Affaires étrangères, Igor Ivanov. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, s'est vue refuser l'entrée en Tchétchénie. L'armée russe peut donc bombarder tranquille, tout en reconnaissant qu'elle a pu commettre des erreurs tragiques à l'encontre des civils. Alors nous avons reçu des images, des conséquences humaines de ces erreurs. Des images, je vous le préviens, souvent terrifiantes, souvent dramatiques. Et il faut que vous soyez prévenus sur ces images que vous allez voir maintenant. Elles sont commentées par Jean-Marc Ilouz. Vu de cet hôpital frontalier d'Ingouchi, il est décidément bien difficile de croire, comme le répète la propagande russe, que la guerre en Tchétchénie voisine n'est pas une catastrophe humanitaire. Ces enfants rescapés des bombardements russes semblent tout droit sortis d'une guerre africaine. Troubles de la peau, troubles du poids, tous les symptômes de la malnutrition sont déjà là. Aujourd'hui, pour la première fois, les Russes ont reconnu que leur opération avait comporté des erreurs tragiques.
comme Youssouf Magomadov, 14 ans, amputé des 2 jambes. Il raconte qu'il jouait au football, qu'il y a eu une explosion et qu'après il n'a pu reconnaître aucun de ses camarades qui étaient tous en sang. Cette jeune femme, comme la plupart des victimes civiles, 3 ou 4 000 peut-être, est originaire de l'ouest de la Tchétchénie, bien loin des zones tenues par les islamistes à l'autre bout du pays. Les Russes estiment être en Tchétchénie chez eux. Ils affirment y combattre les terroristes responsables, selon eux, des attentats qui ont fait 293 morts en Russie l'été dernier. Officiellement, il y aurait 185 000 réfugiés tchétchènes aujourd'hui en Ingouchie. Dès le début de cette semaine, nos envoyés spéciaux Dorothée Olyry, Didier Dahan et Mathias Second vous avaient permis de découvrir les situations tragiques dans lesquelles se débattent ces réfugiés. Plusieurs milliers sont logés dans des abris de fortune, mais la très grande majorité a été accueillie par des familles ingouches montrant beaucoup de solidarité. Reportage à Nasran, la capitale de l'Ingouchie. Quand elles entendaient les explosions des missiles ou des obus à Grozny, elles imaginaient leur mort et celle de leurs enfants. Alors, elles ont choisi l'exil en Ingouchie. Les 4 sœurs tchétchènes ont emmené mari et enfants et trouvé ici une autre famille. Avec la neige et le froid, je pense vraiment à tous mes frères qui sont en ce moment sous les tentes et aussi à ceux qui sont sous les bombes en tremblant de peur. Zina l'Ingouche leur a donné sa plus belle chambre. Elle l'a fait par solidarité pour ceux qu'elle appelle des innocents. Mais la vieille femme leur offre aussi de l'amour, beaucoup d'amour. Son cri de colère, c'est celui de tout un peuple meurtri par la souffrance des Tchétchènes. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'est allié pour combattre l'ennemi. Mais pour la Tchétchénie, personne ne veut rien faire. Alors que là-bas, non seulement on fait la guerre en peuple sans défense, mais on torture les gens. Et vous ne voulez pas entendre leur voix. Je ne sais pas à quoi me raccrocher pour continuer à vivre. Ça sert plus à rien de vivre dans ce monde. Mon cœur ne sent plus rien. La fin de cette guerre, c'est ce que tous attendent, bien sûr, mais les journées sont longues, trop longues, et le quotidien pénible. Vous savez, on nous donne un peu d'aide humanitaire. Mais le reste du temps, on doit se débrouiller en allant au marché pour vendre ce qu'il nous reste. Un tapis ou n'importe quoi. En Ingouchie, aujourd'hui, 1 personne sur 2 est un réfugié tchétchène. Des réfugiés qui ne sont pas autorisés par Moscou à poursuivre leur exode au-delà de cette république. L'Ingouchie fait partie de la Fédération de Russie, mais ce peuple du Caucase sait braver parfois la toute-puissance de Moscou. J'accuse les hommes politiques qui ont décidé du destin du peuple en choisissant la guerre. Une guerre qui résonne chaque nuit à seulement 30 km de Nazran. Et mécontent de la présence à Paris du représentant tchétchène chargé des Affaires étrangères, Ilyas Akhmadov, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué à Moscou l'ambassadeur de France pour protester. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie installé à La Haye vient d'aggraver la peine condamnant le Serbe Duško Tadić, portant à 25 ans de prison la sanction judiciaire infligée à cet homme pour des meurtres commis en 1992 dans des camps de détention de musulmans bosniaques. Au large de la côte est des États-Unis, la marine américaine a dû interrompre ses recherches en raison du mauvais temps. La 2e boîte noire du Boeing 767 d'Egyptair n'est donc toujours pas récupérée. La première a donné quelques indications, mais celles-ci ne permettent toujours pas de comprendre précisément pourquoi l'avion s'est abîmé en mer avec 217 passagers. Explication Patrice Pellet. La boîte noire, celle qui enregistre les données techniques, a fourni les premières indications. On sait maintenant que pendant les 33 premières minutes de vol, l'avion monte sans problème jusqu'à son altitude de croisière, c'est-à-dire 11 000 mètres. La seule chose que nous avons notée, c'est que le pilote automatique a été déconnecté. Ensuite, 8 secondes plus tard, l'avion semble, l'avion commence, ce qui apparaît comme une descente contrôlée. Alors,
Que s'est-il passé? L'équipage, face à un incident technique non enregistré par la boîte noire, a-t-il fait plonger volontairement l'avion? Cette question est pour le moment sans réponse. Il faut savoir que les boîtes noires n'enregistrent pas tout, qu'il n'y a pas de capteur sur toutes les parties d'un avion. Faute d'informations, il faut maintenant compter sur le deuxième enregistreur pour expliquer cet accident. Un boîtier comparable à celui-ci. À l'intérieur et sur cette bande, les 30 dernières minutes des sons et des conversations dans le cockpit et en cabine. Ensuite, c'est un long processus d'identification des sons. Ici, un incident majeur vient de survenir sur un vol. L'alarme s'est déclenchée. Enfin, les deux enregistreurs de vol, celui des sons et des paramètres, sont mélangés. On peut alors reconstituer l'accident et comprendre ce qui s'est passé. Dans quelques jours, lorsque la deuxième boîte noire sera retrouvée, les ingénieurs américains pourront peut-être, grâce à la même technique, expliquer l'accident de l'avion d'Égypte. En Colombie, un attentat a été commis aujourd'hui dans le quartier résidentiel du nord de Bogota, la capitale. Une voiture a explosé, faisant 7 morts et au moins 12 blessés selon un bilan provisoire. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. En ce moment même, en Colombie, des négociations sont en cours entre le gouvernement et les guérilleros des forces armées révolutionnaires, les FARC. Dans l'État du Colorado, le tribunal de la ville de Golden a décidé de classer l'affaire pour laquelle un enfant de 11 ans avait été enchaîné, mis en prison, accusé d'attouchement incestueux sur sa sœur de 5 ans. Le petit Raoul pourra donc quitter le territoire américain pour la Suisse où se sont réfugiés ses parents. Le juge de Golden a justifié cette remise en liberté par un vice de procédure pour libérer Raoul qui avait été arrêté le 30 août dernier. Correspondance Étienne Lénart avec Aaron Diamond. Pour la première fois depuis plus de 2 mois, ce petit garçon de 11 ans est libre. De l'autre côté de l'Atlantique, sur le territoire suisse, les parents de Raoul exprimaient ce matin leur soulagement de voir cette affaire enfin terminée. J'étais très contente qu'il puisse rentrer à la maison. C'est vraiment ce qu'il y avait de mieux pour lui. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait nous faire. Mais ne nous y trompons pas, si la famille et les avocats de Raoul viennent de remporter cette victoire, ils ne la doivent pas à d'éventuels états d'âme de juges compréhensifs, mais bien à un vice de procédure dans lequel ils se sont engouffrés. Le procès aurait dû avoir lieu dans les 60 jours suivant son arrestation, l'affaire est donc classée. Car pour le reste, cette histoire est éloquente, parce qu'une voisine affirmait l'avoir vu pratiquant des attouchements sur sa petite sœur de 5 ans. Raoul avait été interpellé en pleine nuit, on lui avait passé les menottes, avant de l'enfermer plusieurs semaines dans cette cellule d'un centre de détention pour mineurs. La loi de certains États américains stipule que passé 10 ans, tout enfant soupçonné de délit à caractère sexuel peut être placé en détention. Et à entendre le procureur hier soir, on comprit vite que sur le fond du dossier, la justice du Colorado n'entendait pas faire son mea culpa. Les problèmes que pose cette affaire restent des problèmes. La sécurité des victimes d'actes sexuels est une question récurrente dont nous sommes obligés de nous préoccuper en permanence. Et d'ailleurs, si quelques manifestants se pressaient tout au long des audiences pour soutenir le petit garçon suisse, l'affaire de Raoul est quasiment passée inaperçue aux États-Unis, à 1000 lieues en tout cas de l'émotion qu'elle a suscitée en Europe. Automobilistes français, préparez-vous. Dès demain, la vignette 2000 avec un grand zéro blanc sur fond rouge sera en vente chez les débitants de tabac et dans les recettes locales des douanes et des impôts. Les automobilistes ont jusqu'au 1er décembre pour s'acquitter de cette tâche. Une nouvelle fois, les variations de prix de la vignette méritent quelques explications. Les voici avec Yann Fronti. Que vous soyez propriétaire de cette vieille 2 chevaux ou de ce modèle nettement plus tape à l'œil, vous avez quand même un point commun, cette vignette. Malheureusement, ce zéro n'indique pas le prix à payer, mais l'année. Car attention, les tarifs varient bien sûr d'une cylindrée à l'autre, mais aussi d'un département à l'autre. Cette année, les prix restent stables dans une majorité d'entre eux, ici en bleu, en vert ceux qui baissent, en rouge ceux qui augmentent. Le Lot et l'Ariège sont les plus chers, la Marne et la Corse les meilleurs marchés. À titre indicatif, les prix affichés correspondent à une voiture de 5 à 7 chevaux de moins de 5 ans. Pourquoi ces différences ? Les départements ruraux, souvent moins peuplés et moins industrialisés, perçoivent moins de taxes professionnelles et d'habitation. Ils se rattrapent donc sur la vignette. Logique inverse pour les départements urbanisés. Pour ceux qui roulent propre, au gaz ou à l'électricité, 24 départements leur font cadeau d'une vignette. Tous les autres conducteurs auront jusqu'au 1er décembre pour se rendre au tabac ou à l'hôtel des impôts pour se la procurer.
Passé cette date, il faudra payer 5% de plus. En Moselle, le procureur de la République de Sarreguemines vient d'ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les dépenses publiques engagées pour favoriser l'implantation de l'usine automobile Smart. Des irrégularités comptables auraient été constatées avec quelques éléments pittoresques comme des notes de restaurants très élevées et des nuits dans des hôtels de grand luxe. C'est l'obstination de 2 élus du Conseil régional de Lorraine qui a obligé la justice à déclencher cette enquête. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. Des liasses de factures de restaurants, salées, très salées, avec toujours le même en tête. Presque chaque jour, de nouveaux éléments viennent étoffer le dossier de René Lecard et Daniel Delrez, conseillers régionaux de Lorraine. À l'origine de l'affaire, le très officiel rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Société d'équipement du bassin lorrain, une société d'aménagement, émanation du Conseil régional. Les magistrats relèvent des dérapages financiers et pointent d'importants frais de restauration dans le cadre du dossier Smart. C'est un repas pour 20 convives à raison de 1811 francs par personne qui a excité la curiosité des 2 élus. Chiche, on va voir qu'est-ce qu'on peut manger pour 1800 francs par personne. Et c'est comme ça que petit à petit, on est tombé sur une grande fable. Et on a découvert des paquets de factures de restaurants dans le même restaurant. Voilà comment on est arrivé là. Et les gens sont plus sensibles de ça parce qu'on parle d'argent public là. On parle de l'argent des contribuables, on ne parle pas d'argent d'une société. Et la découverte vaut son pesant de bouteilles, car hormis les menus à 650 francs, les 20 convives ont englouti 5 bouteilles de champagne, 6 moutons Rothschild, 11 hospices de Beaune et 10 Meursault. Le tout consommé à l'hôtellerie Saint-Hubert, dont le propriétaire n'est autre qu'Hubert Roth, ex-conseiller régional, ici aux côtés de Gérard Longuet lors de l'annonce de l'implantation de l'usine Smart en Moselle. Ma conviction, c'est qu'il y a quelqu'un qui, dans ce processus, a touché une partie de l'argent qui a été versé par le contribuable. Très vraisemblablement, c'est M. Roth qui, à un titre ou à un autre, a touché de l'argent. Une conviction étayée par un rapport qui épingle le district de Sarreguemines. Pour attirer les investisseurs de la Smart, son président Hubert Roth a engagé des dépenses somptuaires qui présentent un caractère de libéralité en fonds publics. Gaspillage d'argent public ou détournement de fonds, la justice vient à peine d'ordonner une enquête préliminaire dans une affaire qui aurait pu se cantonner dans les petits arrangements ordinaires sans la détermination de 2 élus. Et c'est notre travail d'élu. Si on accepte ça, on accepte tout. C'est le début d'un genre de délinquance à col blanc. Et ça, moi, personnellement, je ne peux pas admettre. Une affaire embarrassante pour la classe politique locale, bien silencieuse depuis la publication de ces rapports. À Paris, 2 femmes viennent de déposer plainte contre l'établissement Le Fouquet's installé sur les Champs-Élysées. Ces 2 femmes se sont vues refuser la possibilité de prendre un thé, car, dixit la direction du Fouquet's, les femmes non accompagnées ne sont pas admises. Ce sexisme est justifié par la crainte que 2 femmes non accompagnées soient des prostituées. Oui, les plaignantes n'ont donc pas l'intention d'en rester là face à une attitude aussi machiste qu'illicite. Plusieurs festivals de films étrangers ont lieu en ce moment en France et principalement dans l'Est, à Famec en Moselle jusqu'au 21 novembre. C'est le 10e festival du film arabe. Et puis à Villerupt en Meurthe-et-Moselle, c'est le festival du film italien, 22e édition, avec 53 films proposés au public qui se retrouvent comme en Italie. Reportage Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Villerupt, c'est un petit coin d'Italie au cœur des anciennes mines de Lorraine. Une cité ouvrière qui ouvre chaque année ses rues à toute l'exubérance du cinéma transalpin. Depuis 22 ans, le festival du film italien est donc ici chez lui, dans les salles, mais également dans la rue. Quelle que soit l'histoire, quel que soit le scénario, le film se partage ici toujours, avec passion. Les anciens ont beau le regretter, le western spaghetti des années 60 n'est plus d'actualité. Film d'auteur ou comédie débridée, le cinéma italien de Villerupt a autre chose à montrer. Une programmation de qualité avec un thème cette année, les Carabinieri. Mais la plus grande star de Villerupt, c'est toujours le public. Bien sûr, c'est ce qui fait la force du festival de Villerupt. Surtout ne pas devenir guindé, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on tuerait l'âme du festival. Aider le cinéma italien à reprendre la route du succès vers les salles françaises. Avec 55 films, dont 30 inédits, Villerupt reste la vitrine d'une production de qualité oubliée depuis trop longtemps par la distribution française.
La situation à Villerue nous offre des opportunités essentielles, en particulier pour le cinéma d'auteur. Les films peuvent être vus ici à Villerue pendant le festival et ainsi pourront peut-être être connus partout en France. Amoureux de l'Italie et amoureux du cinéma, cette année encore 40 000 personnes viendront passer les portes des 8 cinémas du festival. De belles histoires à partager dans ce petit coin d'Italie en plein cœur du bassin lorrain, et ça, ce n'est absolument pas du cinéma. Plusieurs ventes de tableaux ont lieu actuellement à New York. Tableau de Picasso, et après le nu dans un fauteuil noir vendu plus de 45 millions de dollars, c'est La femme assise dans un jardin, portrait de Dora Maar, l'une des compagnes de Picasso, peint par Pablo Picasso en 1938, qui a été adjugé pour 49 500 000 dollars. C'est presque le record pour un tableau. Patricia Cass est au Zénith à partir de demain et jusqu'au 20 novembre. Elle interprétera notamment les chansons de son dernier album, Le mot de passe. Et puis après le Zénith, elle poursuivra une tournée un peu partout en France. Rencontre avec Patricia Cass dans ce reportage de Françoise Roy, Jean-François Chevet et Alain Lecasio. Je suis la veille d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre... Elle a parcouru beaucoup de chemins, la petite fille de l'Est, depuis sa première montée sur scène à l'âge de 7 ans. Mais aujourd'hui, la petite Lorraine, volontaire et rageuse, s'est métamorphosée en une jeune femme douce et romantique. De cet amour, là, tu vois, j'attends. Après quelques années d'absence, Patricia Cass remonte sur scène pour chanter, bien sûr, et c'est nouveau pour danser. J'aime être sur scène, des fois j'aime l'émotion, mais j'aime aussi bouger, donc c'est un plaisir personnel que je me fais, et puis je trouve que le public réagit toujours bien dessus. C'est sûr que c'est des petites chorégraphies, je ne suis pas une grande danseuse, mais les gens aiment bien, et moi j'aime bien leur faire plaisir. Vraiment extraordinaire. Je l'avais vu plusieurs fois au Printemps de Bourges notamment, et c'était encore mieux qu'au Printemps de Bourges. J'ai trouvé ça superbe, les jeux de lumière, et elle a vraiment une belle voix, quoi. Ce sera ma liberté contre la tienne, les vérités qui nous... 12 millions d'albums, 12 ans de carrière, le temps qui passe, la liberté, la difficulté d'aimer, Patricia Cass chante l'amour, Obispo et Goldman sont toujours ses auteurs préférés. Entre la tradition de la chanson française, le pop et le jazz, Mademoiselle chante le blues à guichet fermé. Ce soir, juste après cette édition en direct, France 2 vous proposera une soirée spéciale intitulée Va-t'en la guerre, des guerres qui atteignent des millions d'enfants. L'actualité chaque jour vient dramatiquement le confirmer. Martine Alain-Regnault et Gérard Rolls présentent cette émission. Alors Gérard, comment va se dérouler cette émission à partir de 20h50 ? Bien déjà, Claude, elle sera en direct comme vous pendant 2 heures. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on parle de l'actualité, on parle de la Tchétchénie, vous l'avez montré encore tout à l'heure. On parle des enfants pendant la guerre. C'est des mots de guerre. Va-t'en la guerre, c'est des mots de guerre, MOTS, et c'est aussi des mots de guerre, MAUX, parce que c'est vrai qu'on va parler ce soir des principales victimes des guerres modernes. Ce sont d'abord les civils et ce sont ensuite les enfants. Parmi nous, et vous venez de les découvrir, des grands témoins, des gens qui vont sur le terrain, qui travaillent avec les grandes organisations humanitaires. Peter Ustinov, bien sûr, David Ginola qui arrive dans quelques secondes. Il y a avec nous aussi 2 très belles surprises, des gens qu'on avait envie de revoir et à qui on va dédier cette émission. C'est le petit juif du ghetto de Varsovie, M. Nussbaum, et c'est la petite jeune fille brûlée au napalm pendant la guerre du Vietnam. C'est Kim Phuc, entre autres. Voilà, ils seront avec nous, Martine. Oui, et cette soirée reposera sur 2 idées principales. La première, c'est un espèce de devoir d'indignation devant ces millions d'enfants qui souffrent, qui meurent de la guerre, qui sont
exploitées par des adultes dans des conditions absolument intolérables. Et le deuxième, oui, il y a un espoir pour ces enfants. Ce sera donc une soirée d'espoir parce qu'il y a une possibilité d'aide à leur reconstruction d'enfants qui ont une enfance plus que malheureuse. Merci Martine, merci Gérard. On vous retrouve dans quelques minutes donc pour Va-t'en la guerre en direct sur France 2. C'est une soirée exceptionnelle, merci. Je vous rappelle deux informations à la fin de cette édition, deux informations que nous avons développées. En Italie, à Foggia, un immeuble s'effondre la nuit dernière. Il y aurait 14 morts et 16 blessés. Les secours continuent de travailler car une quarantaine de personnes seraient encore ensevelies sous les décombres. Et puis à l'occasion des cérémonies commémorant l'armistice du 11 novembre 1918, l'armée lève en partie le secret sur le sort de plus de 500 combattants fusillés pour s'être révoltés contre les conditions dans lesquelles ils vivaient pendant cette guerre qui devait être la dernière. Dans quelques instants, la météo vous sera présentée par Nathalie Riouet. Et puis donc après la soirée spéciale Va-t'en la guerre présentée par Martina Laregno et Gérard Rolls, il y aura le film Somersby avec Richard Gere et Jodie Foster. Et puis le document sur les poilus de 14-18 de Jean-Marc Tursin. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale. À 13h, vous retrouverez Rachid Arab. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.